Flash spécial sur Allo Finance TV. Marc Fiorentino, on va chercher à répondre avec vous aux questions que tout le monde se pose sur la crise financière. Alors, première question, est-ce qu'on a déjà connu une crise financière de cette ampleur? Alors je crois qu'il faut être clair là-dessus, il n'y a pas eu de crise financière de cette ampleur et on dit qu'on ne peut pas comparer à 1929. Si on peut comparer à 1929, la crise actuelle est aussi grave que la crise financière de 1929. Dans 1929, il y a eu la crise financière et la crise économique. La crise financière de 2009 est aussi grave que la crise financière de 1929, mais depuis 1929, on n'avait jamais vu ça. Alors, quelle est l'origine exacte de cette crise? Bien, l'origine est très simple, elle vient de l'afflux de liquidités que la Banque centrale américaine a mis sur le marché après le 11 septembre 2001. Rappelez-vous, le 11 septembre 2001, les tours explosent à New York, à Wall Street, et à ce moment-là, il faut à tout prix sauver l'économie américaine, il faut relancer l'économie américaine, et la Fed, la Banque centrale américaine, décide de baisser ses taux quasiment à zéro et d'injecter beaucoup d'argent dans le système financier. Et bien cet argent, il va être détourné de l'économie pour être tourné vers la spéculation, spéculation financière, mais aussi spéculation immobilière avec les subprimes. Alors, pouvez-vous nous expliquer clairement qu'est-ce que les subprimes? Alors c'est très clair, les subprimes, c'est tout simplement des prêts qu'ont fait des banques à des ménages qui n'avaient pas les moyens de rembourser. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prêté de l'argent à des couples qui étaient déjà endettés avec des revenus très faibles en leur disant, finalement, empruntez de l'argent, achetez une maison, vous n'en avez pas les moyens, mais comme le prix de la maison va monter dans 3 ans, eh bien dans 3 ans, vous aurez au pire fait une plus-value si vous n'arrivez pas à rembourser votre prêt. Le problème, c'est que 3 ans après, bien évidemment, on l'a connu, le marché immobilier s'est effondré. À partir de là, les ménages endettés ne peuvent pas rembourser et toute la chaîne de dominos s'écroule. La crise des subprimes a donc éclaté pendant l'été 2007, mais pourquoi avons-nous eu une deuxième secousse en septembre 2008, près d'1 an après? Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement on a eu une première secousse l'été dernier, Bear Stearns fait faillite, à partir de là on commence à avoir conscience de la réalité de la crise financière, c'est-à-dire on commence à s'apercevoir que les banques ont fait n'importe quoi, qu'elles ont sur leur bilan des prêts qu'on va considérer comme des prêts toxiques, mais il faudra 1 an pour que la crise se développe et s'accélère et se transforme en crise massive comme celle qu'on a connue en septembre. Est-ce que toutes les banques d'affaires américaines ont aujourd'hui disparu et si oui, pourquoi? Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est quand même très étonnant, c'est que le 23 septembre, on peut dire que toutes les banques d'affaires américaines ont disparu. Bear Stearns, racheté par JP Morgan alors qu'elle était en faillite, Lehman en faillite, Merrill Lynch, racheté par Bank of America, et ironie du sort, Morgan Stanley et Goldman Sachs, qui sont les 2 dernières banques d'affaires américaines, ont mis en place un système qui les a transformés en holding et non plus en banque d'affaires uniquement pour pouvoir bénéficier de l'aide de la Fed. Donc aujourd'hui, de façon extrêmement paradoxale, on peut dire qu'il n'y a plus de banque d'affaires à Wall Street. Autre faillite annoncée, c'est celle d'AIG. Pouvez-vous nous expliquer finalement pourquoi AIG a-t-il fait faillite? Alors AIG, c'était le premier assureur américain. AIG, c'est l'exemple même du dérapage de la bulle financière pendant les années 2000, c'est-à-dire une compagnie d'assurance qui devient une sorte de holding financier, une holding de spéculation, une compagnie d'assurance où on ne sait plus ce qu'on a sur le bilan. Résultat des courses, bien évidemment, quand la situation se dégrade, le bilan explose. La première compagnie d'assurance américaine fait faillite et est nationalisée par le gouvernement. Vous nous parliez d'un manque de liquidité de la part des banques, mais comment les banques se sont-elles retrouvées dans cette situation? Les banques très rapidement se sont aperçues que leur situation était catastrophique et à partir de là, elles se sont rendues compte que si leur situation était catastrophique, celle de leurs concurrents, celle des autres banques qu'elles avaient en face d'elles, devait être au moins aussi mauvaise, et donc il y a eu une véritable défiance, c'est-à-dire que les banques ne se prêtaient plus d'argent entre elles. La Bank of America ne prêtait plus d'argent à Citigroup, Citigroup ne prêtait plus d'argent à JP Morgan, et ainsi de suite, même chose pour UBS et d'autres banques, et à partir de là, chacun est resté sur son cash, sur sa liquidité, a refusé de prêter aux autres banques, et à partir de là, le système a explosé. Pour être totalement concret et pratique, pouvez-vous nous expliquer comment une banque comme Lehman peut-elle faire faillite? Alors c'est très simple là aussi. Lehman a fait faillite sous le poids de 2 phénomènes. D'abord, la qualité des actifs qu'elle avait en portefeuille. Le portefeuille d'actifs de prêts immobiliers de Lehman était dramatiquement mauvais.
Mais Lehman a fait également faillite à cause des hedge funds et à cause des fonds qui ont tout simplement vendu à découvert l'action Lehman, c'est-à-dire vendre pour pouvoir acheter plus bas, plus tard. Donc ils ont vendu le titre quand il valait encore quelques dollars. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où le cours de l'action baisse, eh bien, le coût de refinancement de Lehman, c'est-à-dire le coût auquel la banque doit aller chercher de l'argent pour financer son propre bilan, a explosé à la hausse. Pour avoir simplement une idée, Lehman, quelques jours avant sa faillite, devait payer entre 18 et 20% de taux d'intérêt simplement pour se refinancer. Donc il est bien évident qu'entre un bilan qui est très mauvais, une attaque des spéculateurs, l'augmentation du coût du financement, la faillite est inévitable. Beaucoup d'annonces sont actuellement faites sur les opérations de sauvetage. En quoi consistent-elles? Alors, les opérations de sauvetage, elles sont de 3 ordres. Et il faut être très clair là-dessus pour essayer d'être le plus simple possible. D'abord, la nationalisation des établissements en difficulté. Ça, c'est AIG, par exemple. C'est aussi surtout les agences hypothécaires, Fannie Mae, Freddie Mac. Alors on rappelle que Fannie Mae, Freddie Mac sont les agences qui garantissent les prêts hypothécaires de toutes les banques. Donc c'est vraiment la fondation du système, il n'y avait pas d'autre solution que de les nationaliser. Donc voilà pour les 2 premières actions. On nationalise les institutions en crise, on nationalise les fondements du système du crédit immobilier. Deuxième type d'action, on injecte, on ouvre les guichets pour toutes les banques de la liquidité en leur proposant de venir se financer, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de liquidité, donc il n'y a plus que les banques centrales qui peuvent prêter aux banques. Donc on ouvre les guichets. Deuxième action principale. Et la troisième action, eh bien, c'est le plan Paulson qui est en train d'être présenté au Congrès américain et accepté probablement très rapidement par le Congrès américain. Et là, il s'agit de mettre en place en fait un fonds souverain américain de 700 milliards de dollars qui va racheter toutes les créances douteuses de toutes les banques qui sont en affaires avec les États-Unis et qui petit à petit va les liquider. Et à terme, dans 4 ans, dans 5 ans, on saura combien a coûté ce sauvetage. Bien évidemment, il n'aura pas coûté 700 milliards de dollars. On met 700 milliards de dollars sur la table. On peut très bien gagner de l'argent à l'arrivée ou on peut perdre quelques dizaines de milliards.